C'est un mois qui bouge rapidement et une chance de faire tellement de choses, probablement plus que vous n'aurez le temps de faire. Donc vous devez sélectionner et je vais vous donner quelques indications ici pour vous aider. Et je commence ici délibérément parce que c'est un bon exemple de comment les choses se sont passées si rapidement ces 2 derniers mois. Vraiment comme le maïs qui ressemblait à une petite mauvaise herbe. Il y a 2 mois, et les dahlias ont surgi de nulle part, les tournesols salvia que nous avons plantés, et les haricots grimpants, donc beaucoup de légumes à cette période de l'année, peuvent être vraiment beaux, et prenez le temps de profiter de la beauté de votre jardin dans cette belle. C'est étrange. C'est une chose étrange qu'en raison du manque de beau temps que nous avons eu, en particulier un manque de soleil, et comme je le dis, le soleil commence juste à briller un peu, mais la plupart du temps, le ciel a été plutôt gris, mais nous manquons d'eau pour certaines de ces plantes, parce que Nous n'avons pas eu la pluie. Nous avons eu les nuages, mais pas la pluie depuis mi-juillet, et un indice que les plantes ont besoin d'eau est, surtout lorsqu'elles sont un peu plus grandes, lorsque vous voyez les feuilles flétrir l'après-midi, comme le dahlia à côté duquel je me tenais tout à l'heure. Vous pouvez voir que les pointes flétrissent en milieu d'après-midi. Et c'est un signe que, non pas que la plante va mourir ou s'effondrer, mais qu'elle bénéficierait de l'eau, si vous avez de l'eau en réserve. Alors souvent, il s'agit de faire des choix. Je trouve que les plantes, en particulier les légumes, survivent remarquablement bien sans eau, notamment les brassicacées d'hiver, comme les plants de choux frisés que vous allez cueillir plus tard. En d'autres termes, vous savez qu'ils peuvent résister à une quantité surprenante de temps sec et ensuite reprendre avec, espérons-le, quelques pluies d'automne précoces. Vous ne pouvez évidemment pas le deviner, mais si vous n'avez pas d'eau, vous n'en avez pas, donc vous devrez faire des choix. Je trouve aussi que la bête à carde et la betterave résistent étonnamment bien à la sécheresse. Ce que vous n'aurez pas, cependant, c'est la production continue si vous le souhaitez. C'est là que les plantes à salade, par exemple, sont les premières candidates à l'arrosage, car vous voulez les cueillir tout le temps et vous voulez de belles feuilles tendres. Donc ici, par exemple, nous arrosons la laitue en ce moment, c'est probablement notre principale plante à arroser, et puis nous arrosons aussi des plantes comme le céleri, qui sont principalement de l'eau, et Sans eau, le céleri semble correct mais devient très filandreux. Et puis les plantes à fleurs. Donc, Légumes à fleurs, par exemple, haricots grimpants, nains français. la floraison signifie que les fleurs se transforment en gousses, les parties que nous mangeons, et donner de l'eau augmentera vraiment la récolte là-bas. Donc, c'est vraiment pas mal de choses. Et puis, si vous avez un espace sous couverture, vous voudrez arroser les tomates, les concombres, évidemment probablement les 2 en quantité égale, car ils font tous les 2 beaucoup à cette période de l'année, tous les 2 encore en pleine croissance, ainsi que le développement des fruits, ainsi que la maturation des fruits. Je vais vous donner quelques conseils à ce sujet dans une minute sur comment les cueillir efficacement avec moins de demandes sur la plante elle-même. Et puis, en lien avec tout cela, il y a le désherbage, car si vous avez beaucoup de mauvaises herbes dans le sol, cela va absorber beaucoup d'eau. Et bien que vous puissiez entendre dire que le sol nu n'est pas bon parce que le soleil le frappe et qu'il aspire l'humidité. En fait, ce n'est pas vrai. Je ne trouve pas qu'avec le non-labour, vous avez du compost en paillis sur le dessus, et cela crée une surface douce et sèche. Le compost lui-même peut parfois sécher, mais cela protège l'humidité en dessous et crée une frontière capillaire. Vous avez du matériel sec sur du matériel plus humide en dessous, et l'eau ne peut pas remonter à travers cette couche limite. Cela garde donc l'humidité à l'intérieur, telle qu'elle est. Cela ne signifie pas que le sol reste humide pour toujours, car évidemment, les plantes, comme par exemple le tournesol, ont des racines très profondes. Et donc, elles extraient de l'humidité, quelle que soit la couche de surface. En fait, la beauté de cette saison avec la majorité des légumes, c'est que vous avez une couverture de feuilles sur la surface. Et c'est pourquoi il est bon d'avoir quelques copeaux de bois sur le chemin, pas trop, car cela aide également à créer une belle capillarité là de matériaux de surface secs. Ainsi, une surface sèche ne nécessite pas nécessairement d'arrosage, mais plutôt un désherbage. Sûrement utile. La méthode optimale pour éliminer les mauvaises herbes est de les retirer avant qu'elles ne grandissent et consomment de l'eau. Alors restez sur le pied de guerre avec celui-ci et cherchez les mauvaises herbes quand elles sont vraiment petites, un peu de binage, de grattage de la surface. Quoi qu'il en coûte pour qu'elles sèchent et se dessèchent au soleil, comme cela très rapidement. Petites, elles ont un système racinaire faible.
Dans la même veine, il est bénéfique de désherber les bords de votre parcelle ou bordage, car ces mauvaises herbes robustes, qu'elles soient plantes ou herbes, peuvent se propager à l'intérieur. C'est un travail conséquent à cette saison, mais rapide si effectué fréquemment et par petites doses. Et le rangement est également lié à cela. Donc ranger signifie enlever les feuilles des plantes, par exemple, avant qu'elles ne commencent à se décomposer. Les feuilles en décomposition ne sont pas un signe que la plante est en difficulté ou quoi que ce soit, c'est juste qu'une plante ne peut soutenir. Que tant de feuilles saines, c'est comme toutes nos plantes. Cela dépend de l'espace que vous leur avez donné. Cela dépend du type de légumes ou de fleurs qu'ils sont. Ont une certaine course de racines qui peut soutenir une certaine quantité de feuilles. Cela se rapporte également à la fertilité du sol et à l'humidité. Mais plus ou moins, si vous voyez, vous le verrez toujours sur les feuilles inférieures, regardez toujours vos feuilles inférieures de, disons, choux frisés ou brassicas, laitues, tomates. Et c'est là que vous commencerez à voir les feuilles se décomposer un peu, pas mourir, mais juste perdre de la couleur, perdre cette belle couleur verte forte et saine. La croissance abondante près du sommet de la plante. C'est là que vous le voulez parce que c'est là qu'a lieu beaucoup de photosynthèse, plus qu'en bas. Et c'est pourquoi enlever les feuilles inférieures n'est pas dommageable pour les plantes. Cela les aide à avoir une belle apparence, bien qu'elles ne s'en préoccupent pas. Nous le faisons, mais c'est aussi important. Cela signifie qu'elles concentrent simplement davantage leur énergie sur le maintien et la croissance de nouvelles feuilles près du sommet de la plante. Donc par exemple avec les choux de Bruxelles, cela ne prend pas longtemps. Encore une fois, il suffit de prendre l'habitude, de passer régulièrement par vos plantes et de simplement arracher ces feuilles inférieures. Cela en vaut vraiment la peine. Et cela réduit également l'habitat pour des nuisibles comme les limaces. Et puis, le résultat de tout ce travail formidable, ce sont toutes vos feuilles endommagées que vous avez enlevées. Vos mauvaises herbes et tous les autres débris que vous trouvez dans le jardin peuvent aller sur le tas de compost. Tout cela. Et une autre source de bon matériel de compostage à cette période de l'année est les résidus de récolte, comme les pommes de terre par exemple. Et cela m'étonne toujours de voir à quel point j'entends souvent que l'on ne peut pas composter les sommets de pommes de terre ou les vieilles pommes de terre et ce genre de choses. D'après mon expérience, vous pouvez certainement le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il y a quelques malentendus. Les gens craignent que les spores de mildiou survivent d'une manière ou d'une autre dans un té de compost et ils ne le font pas. Ils ne peuvent tout simplement pas. Ils ont besoin de matière vivante pour survivre sur ou dans et un tas de compost fait assez rapidement le travail de tout cela, même s'il n'est pas chaud. Vous êtes plus susceptible d'obtenir un tas de compost chaud si vous ajoutez beaucoup de matériel comme toutes les choses qu'on vous a dit de ne pas faire, comme les mauvaises herbes, et les racines des mauvaises herbes, les graines de mauvaises herbes, c'est le sol qui a besoin de chaleur, mais nous faisons beaucoup de compost en ce moment, et si vous pouvez rassembler quelques déchets d'autres espaces, comme des terrains vagues à proximité, peut-être des cimetières, partout près de chez vous qui a de la végétation, ici nous ajoutons beaucoup de tontes de gazon d'ailleurs, donc nous avons une quantité fantastique de matière verte, si nous ajoutions seulement cela. Les bâtons de compost deviendraient plutôt chauds et détrempé, et c'est ce dernier des deux qui me préoccuperait. C'est là que vous avez besoin de matériel ligneux, de matériel d'origine ligneuse. Cela pourrait être du vieux bois tamisé. C'est ce que nous utilisons spécifiquement, ce que nous utilisons. Nous passons du copeau de bois âgé de 8 à 10 mois à travers un tamis autonome de 12 mm, demi-pouce. De belles petites choses brunes en sortent. Et je l'utilise comme un brin, un quart en volume par rapport aux 3/4 de verre. J'ai peut-être mentionné la moitié des tâches que vous pouvez faire en août et c'est déjà pas mal. Ce n'est pas compliqué, mais il y a beaucoup à faire quand tout pousse très vite et chaque fois que vous sortez. Autre chose nécessite attention. Et je veux aborder ensuite la cueillette et comment vous récoltez vos plantes, car il y a de nombreuses opportunités là-bas pour les aider à mieux pousser pour vous. La cueillette en août de légumes à feuilles comme la blette peut être incroyablement productive
Comme une seule plante peut vous donner tellement, parce qu'avec un sol chaud et des températures décentes continues et Espérons suffisamment d'humidité et la productivité de ces plantes que d'un petit tas, combien pouvez-vous manger donc? Ce que je trouve bien à faire, c'est, si vous pouvez, cela remonte à quand vous plantez pour la première fois, en décidant combien planter et combien vous aurez besoin, espérons ne pas planter trop, mais si vous avez plus de plantes que vous n'avez besoin pour votre alimentation en ce moment, il est toujours bon de continuer à cueillir. Nous faisons cela avec la plupart des légumes à feuilles. Ici, quand je dis la plupart, vous n'arrivez pas tout à fait à tout. Et en fait, cette blette m'a échappé sur ce lit parce qu'elle continuait d'être si productive. Nous travaillons notre chemin jusqu'au lit pour répondre aux commandes que je vends. Et nous n'avons jamais tout à fait atteint la fin. Donc en fait, juste il y a quelques jours. J'ai décidé de couper les sommets des derniers. Et c'est une façon très rapide d'éliminer l'excès et donner une danse, puis continuer à cueillir les feuilles plus jolies et plus récentes. La cueillette régulière est aussi une opportunité pour retirer ces vieilles feuilles. C'est une que nous avons manquée auparavant. Elle pousse près du bas de la tige de l'enfant. Et vous pouvez dire qu'elle est vieille à cause de sa couleur pâle et elle commence à être attaquée par les limaces et les nuisibles. Et c'est une différence classique avec une feuille plus jeune, qui a plus de luminosité et de vigueur. Ah, une autre vieille, voyons. C'est donc intéressant. Je suis content. J'ai repéré ces deux-là parce que leur enlèvement va éliminer beaucoup de stress d'humidité des frondes et réduire le nombre de limaces. Et puis, cela facilite aussi la cueillette des bonnes feuilles que nous voulons. Vous voyez que je les cueille assez petites. Il y a une autre feuille plus ancienne. Et pourquoi petit? Eh bien parce que plus vous les choisissez petits, plus longtemps il leur faut pour repousser. Vous pouvez aussi manger ces feuilles en salade, au lieu de les couper. Donc, la blette offre de nombreuses options en fonction de la manière dont vous la cueillez et de la façon dont elle va repousser. Et l'autre chose à propos de la cueillette régulière, c'est que vous repérez les mauvaises herbes. Donc il y a une chance de les enlever, il y a une renoncule. Et quand elles sont petites comme ça, vous pouvez sortir assez de racines pour qu'elles ne repoussent non pas. Je ne suis pas trop sûre de ce que c'est en fait, mais j'utilise à peine mes ongles, donc il prend une truelle. Et ici, nous repérons un pissenlit qui a suffisamment de racines de pissenlit pour qu'il ne repousse pas. Donc la cueillette est une occasion de faire tous ces autres travaux aussi, comme nettoyer les plantes et désherber. Et c'est amusant. Je venais juste de finir la cueillette ici et voilà ce que je vois. Un escargot se cache sur quoi était-ce? C'était dans un gros tas de feuilles. C'est une autre raison de ne pas laisser les plantes à feuilles non cueillies trop longtemps. Donc je vais en fait cueillir cette plante. L'escargot laisse parfois un peu de résidus dessus, mais ça peut aller dans le seau de compost en fait, les deux peuvent. Et oui, donc c'est sans mauvaises herbes, sans parasites, prêts à repartir, et nous commencerons à cueillir de l'autre côté à partir de maintenant. S'occuper de toutes les plantes de la serre à cette période de l'année est un travail énorme, car elles poussent si vite et si régulièrement, et elles ne cessent de pousser, ce qui est génial. Bien que cela dit, nous n'avons pas eu de chaleur significative. Ici, comme aujourd'hui, c'est 20 degrés centigrades, 68 degrés Fahrenheit. C'est la température la plus élevée. Il pourrait faire un peu plus chaud la semaine prochaine, j'espère, car cela aiderait des plantes comme, disons, les aubergines là-bas, dont j'ai en fait cueilli environ 3 jusqu'à présent sur pas mal de plantes, dans une serre assez chaude, et on remarque comment les plantes ici, les tomates en particulier, ont beaucoup mieux performé que dans le tunnel de polyéthylène, simplement à cause de ce petit supplément de chaleur. C'est aussi intéressant comment... Ce lit au milieu, je ne peux pas résister, je cultive des tomates, ici, chaque été.
Donc c'est la 12e année de cette culture de tomates dans le même sol. Évidemment, je mets un peu de compost dessus, mais cela n'a pas vraiment de rapport avec ce que je dis. C'est que les plantes prennent racine dans le même sol chaque année. Les organismes du sol sont nourris par leurs microbes et certains nutriments dans le compost, mais c'est généralement « je suis content de ce que je vois ici ». Et je pense que cela montre qu'au Royaume-Uni, au moins, souvent ce qui nous manque, c'est la chaleur pour ces plantes qui aiment la chaleur. Donc l'entretien et la cueillette de celle-ci, c'est une brûlure rose. Et j'ai conservé des graines de celle-ci l'année dernière, c'est allant différemment de l'année dernière, ça me laisse perplexe. Donc voilà une que je cueille, vous pouvez voir que c'était juste... Vous pouvez aussi en choisir une qui est moindre. Je vais vous montrer dans une minute, mais généralement, ce que je fais aussi après la cueillette, c'est que je regarde la prochaine feuille au-dessus de la grappe parce qu'elle ne fait probablement plus grand-chose pour la plante. Et ce que j'ai vu ici me surprend. Ça ressemble beaucoup à du mildiou de la pomme de terre. Mais pas sous une forme agressive et propagatrice. Donc si vous voyez cela sur des feuilles qui sont sèches, et que vous pouvez contrôler l'humidité, pas besoin de paniquer, il suffit de les couper. Et celles-ci ont effectivement des feuilles particulièrement grandes. Donc je retire simplement celle que je vois là. Celle-ci a un peu la même sorte de maladie dessus. Mais ce qui reste sur la plante dans son ensemble est vert. C'est bien. Mais aussi, l'enlèvement des feuilles est une opportunité pour réduire la taille de la grappe, si besoin. Je l'ai déjà fait. Donc, je ne suis pas dans ce cas, mais ce que je recherche avec ces tomates bif. Alors, ça ne pousse pas bien si vous essayez d'en avoir trop. Fruite sur une grappe. Donc c'est une sorte de cœur de bœuf jaune soleil et ça fait mal. Et je vais en fait récolter le fruit maintenant, croyez-le ou non. Je vais couper toute cette grappe parce que c'est ce qu'on appelle le stade de rupture lorsque les plantes montrent leur première couleur. Vous savez, c'est en fait plus que le stade de rupture. Elles sont à moitié mûres ou plus qu'à moitié mûres. Elles peuvent facilement finir de mûrir dans la chaleur de votre maison, à l'abri du soleil. C'est le mieux plutôt que d'attendre que vous voyiez qu'il y en a une qui est un peu plus mûre. Elles deviendront plus rouges et jaunes. Des couleurs assez vives et lorsque vous en coupez une, vous obtenez de magnifiques couleurs arc-en-ciel à l'intérieur et une saveur vraiment superbe. C'est donc une variété charmante. Et en fait, cela signifie que si vous regardez pas mal de ces grappes, comme celle qui commence à jaunir, je ne vais pas cueillir toute la grappe, juste celle-ci. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne laisse pas mûrir sur la plante? C'est spécifique aux tomates de bœuf. C'est si pour réduire le stress et la pression sur la plante, pour terminer ce mûrissement et même faire grandir un peu le fruit, mais principalement le mûrissement, puis cela libère de l'énergie pour la croissance future de plus de tomates plus haut, c'est donc ce que je cherche à faire là, mais cela ne s'applique pas aux tomates cerises, nous les cueillons entièrement mûres parce qu'elles acquièrent cette douceur supplémentaire que je veux vraiment pour les tomates cerises et que cela va plus vite. Je trouve que ce sont ces tomates de bœuf, surtout dans les climats légèrement plus frais. Les tomates de bœuf ont vraiment besoin de beaucoup de chaleur. Fin juillet, dans une structure chaude comme celle-ci, les melons pourraient arriver à maturité. C'est surprenant, compte tenu du temps que nous avons eu. Qualité du sol, et nous en avons pris soin avec attention. Ces derniers ont été semés fin mars, plantés début mai, et c'est une variété appelée Eneas. Regardez, c'est mûr, comment le savez-vous? Les fissures autour du le prouvent. Pédoncule, et la couleur est passée du vert au jaune. Et il n'y a pas de filet pour les soutenir. Inutile de croire cette histoire que vous avez entendue. Ils ont besoin de soutien. S'ils mûrissent vraiment, ils finiront par tomber. Je voulais juste dire que... Ces plantes ont une sorte d'anthracnose, pas une maladie majeure, mais qui apparaît vers la fin de leur vie. Ils doivent succomber à quelque chose peut-être un peu plus tôt qu'ils ne l'auraient fait. Et cela signifie que ces melons, bien qu'ils soient... délicieux, ils n'ont pas tout à fait le même goût sucré qu'ils auraient eu si les feuilles étaient restées vertes. Et en fait, les feuilles restent vertes sur la plante de melon ici. Intéressant, il y a moins de ventilation comme ça, mais vous pouvez voir qu'il y a de beaux gros melons là-dedans. Je pense qu'il y en a deux.
Ah, il y a en fait un troisième et un autre là. Donc les feuilles, l'humidité les cache assez bien. Elle les laisse juste là pour faire leur propre truc. Et aussi ici, vous avez peut-être remarqué que cette plante est du basilic sacré. Et le goût est incroyable. Basilic n'est peut-être pas le bon terme pour ça. Il pousse plutôt comme du basilic. Il aime la chaleur et il est plein d'arômes et de saveurs et se marie bien avec de nombreux plats. Des limaces nuisibles ont causé de nombreux problèmes cette année. Je sais, d'après ce que j'entends et vois, que beaucoup d'entre vous ont également souffert. Si vous êtes dans un climat humide. Et il y a plus de climat humide en 2024 qu'il n'y en avait auparavant. Et voici un bon exemple, parce que je devrais dire mauvais exemple, il y a pas mal de bords. Et c'est là qu'ils se cachent, comme nous avons récemment coupé les orties dans ce coin éloigné. Mais ils abritaient certainement ou offraient un habitat à pas mal d'escargots qui sortiraient. Et ils ont démoli ces choux au début. Je pensais que c'était des chenilles. C'était un tel dommage propre. Mais il s'avère que c'était des mollusques. Et puis ici, j'étais tranquillement confiant parce que le temps s'était un peu amélioré et j'ai planté 9 plants de brocoli âgés blancs. Désolé. Et avant que je le sache, il n'en restait que 4. Et ils avaient l'air assez faibles, et je n'étais pas sûr qu'ils allaient s'en sortir. Alors j'ai planté toute la zone avec de la betterave. Les betteraves sont plus résistantes aux limaces et aux escargots, comme vous pouvez le voir par la façon dont elles ont toutes survécu. Alors que vais-je faire? J'ai 2 plantes à un endroit, et je pourrais bien enlever quelques betteraves de ce coin. J'aimerais toujours avoir un peu de brocoli âgé qui germerait au printemps prochain. Et en fait, 4 plantes comme ça pourraient remplir tout cet espace. Et ce pourrait être la solution la plus simple à long terme, mais garder encore quelques betteraves ici pour les récoltes d'automne. Et puis là, une note similaire, mais elles volent la mouche de la carotte. Donc j'ai semé des carottes, et elles ont poussé. Je suis agréablement surpris par ça, et elles ont l'air bien, mais je vais les couvrir très bientôt, avec un cerceau et un filet contre la mouche de la carotte. C'est un bon travail à faire avant la 2e semaine d'août, quand les mouches recommencent à voler. Vous devriez être en sécurité pour le moment avec les carottes. Elles sont les mouches de la carotte, ne volent pas au milieu de l'été. Donc il y a une période de grâce, là, entre les 2 éclosions qui sont le printemps et l'automne. Ce qui se passe aussi ici, c'est un peu de mildiou. Sur les concombres, je vais le couper et juste rester au-dessus de ça. Ces concombres ont été dans le sol assez longtemps encore sans récolte, pas assez chaud. Mais ils pourraient en août, j'espère, passer une bonne nuit dehors et les plantes ont en fait l'air respectable, au moins à cette époque. L'année dernière, elles en donnaient tellement, et de même pour les tomates dans ce coin. Vraiment lent. Et pourtant, ils ont beaucoup grandi. Et c'est autre chose que je remarque, c'est le déséquilibre disproportionné de la tige du fruit. Je ne sais pas vraiment ce que c'est et je manque d'options. Je vais en fait enlever les sommets. Et vous pourriez le faire très bientôt pour les tomates en plein air pour encourager les fruits à se développer. Donc, arrêtez les plantes en haut, ne les laissez plus grandir. Pousse et pousse latérales incluses. Et ensuite, ils mettent toute leur énergie dans les fruits qu'il y a. Et août est un excellent mois pour continuer à semer et à planter. Donc vous êtes... Allez avoir ces espaces. Et c'est comme ici, où c'était génial d'avoir quelques plants de betteraves de rechange. Vous savez, ils auraient fini dans le tas de compost. Sinon, mais waouh, quelle belle façon de remplir l'espace. Donc vous aurez pas mal d'espace qui se libèrent en août avec toutes les choses dont j'ai parlé, principalement la récolte et les bonnes choses à semer dans la première moitié d'août. Ce beau légume en particulier est l'épinard, comme le vrai épinard, pas l'épinard à feuilles, jusqu'à environ la moitié d'août. C'est à peu près correct. Disons les climats plus froids le 1er août. Temps plus chaud, mi-août. Onx, pourquoi août et non juillet? Si on s'occupe trop des épinards en juillet, qui est encore l'été, cela peut interférer avec leur floraison. Ils risquent de croire que l'été est fini et de pousser trop vite. Ce que nous cherchons, c'est une croissance lente et constante à travers l'automne, l'hiver et le printemps. L'épinard est très résistant. Ici, ma meilleure date de semis est entre le 5e et le 12e d'août. Par exemple, la roquette de salade et les moutardes, toutes les feuilles orientales, vous pouvez les semer à partir de la première semaine d'août. Si vous les semez début août, vous obtenez une merveilleuse récolte tout au long de l'automne.
Elles ne survivront sans doute pas en hiver dehors, mais vous pourriez semer plus tard pour la culture en abri. Et c'est à peu près tout en termes de nouveaux légumes à semer début août, mais vers la fin août, vous pourriez semer notre chou de printemps et nos oignons de printemps pour passer l'hiver. Ils ne seront pas récoltés cet automne, mais passeront l'hiver en petites plantes pour la récolte de printemps prochain. Donc sur cette note plutôt sobre, nous pensons déjà au printemps prochain. C'est comme ça que ça devrait être. Vous savez, beaucoup de ce que vous faites en août ne concerne pas seulement août et peut-être septembre, mais il s'agit de prendre soin de votre jardin de manière à le garder productif et en bonne santé et à garder le sol heureux au fur et à mesure que nous passons le reste des saisons de l'année, même jusqu'à l'année prochaine. Merci.